Si William Tay, Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il défend la position défendue par la France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des nuances avec la position officielle de la France? Il y a quelques petites nuances sur le grand principe. C'est vrai que c'est la politique défendue par le général de Gaulle lorsque la France était le premier pays à reconnaître le régime de Mao à l'époque. La difficulté, c'est qu'en fait, quand vous prenez la ligne du général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle voulait une ligne indépendante, donc non alignée sur le conflit entre, à l'époque, les États-Unis et l'URSS, mais le général de Gaulle rappelait que la France restait un partenaire, un allié historique des États-Unis. Alors que là, Jean-Luc Mélenchon prend tous des types de positions sur un anti-américanisme primaire. Et c'est ça la grande difficulté qu'a Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, il y a un deuxième point sur le clivage entre NUPES et la France insoumise. C'est le même clivage que vous avez retrouvé sur la question des traités européens. Parce qu'en fait, sur la question des traités européens, lorsque la France insoumise proposait notamment de sortir des traités, vous aviez à l'époque le PS et Europe Écologie Les Verts qui étaient en position difficile. Et notamment, c'est ce qui était reproché à Olivier Faure et à Julien Bayou sur ce point-là. Donc en fait, c'est toujours le même clivage que vous avez. Et c'est un clivage qui est-ce qu'on applique une question d'efficacité ou de réel politique ou est-ce qu'on applique des principes? Parce que Jean-Luc Mélenchon, on peut lui poser la même question alors qu'il essaye de défendre au sein de la population française des populations d'origine musulmane ou de confession musulmane. Alors que là, ce qui s'est passé en Chine, c'est que vous avez la question des Ouïghours. Et c'est là où la position de Jean-Luc Mélenchon est compliquée. C'est là où Julien Bayou, je pense, a une rupture, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Là où Jean-Luc Mélenchon persiste et signe, c'est sur le côté provocation des États-Unis. Et finalement, c'est ça qui pose problème. En fait, le point qu'a Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'à chaque fois, quand vous prenez tous ces types de positions, que ce soit en Amérique latine ou même au Moyen-Orient, c'est qu'en fait, il est sur un anti-américanisme primaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il soutient le pays qui fait face aux États-Unis. Je pense que Jean-Luc Mélenchon défend une vision du monde. Il n'y a pas d'intérêt électoraux dans ce qu'il fait. Ça lui rapportera pas une voix sur cette question-là. Je pense qu'il défend une vision du monde dans la mesure où nous assistons. C'est la troisième ère de la géopolitique. Vous avez la première ère après la Seconde Guerre mondiale qui était la question de la guerre froide. Vous avez la deuxième ère qui a été décrite par Francis Fukuyama sur la question de la fin de l'histoire et donc de la victoire à l'époque supposée de la démocratie et du modèle américain. Et la troisième ère, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis. Ce que pense Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il se met du côté des pays autoritaires. Donc la Russie, la Chine, qui contestent l'ordre établi défendu par les Américains, parce qu'ils pensent que si les États-Unis perdent cette guerre, et ils perdront leur modèle capitalisme financier. Et à ce moment-là, ça rejoint sa vision qui était liée à l'époque de la Chine communiste, et en plus de critiquer l'économie mondiale défendue par les Américains. Pour s'en mêler? Personne ne veut soutenir Jean-Luc Mélenchon dans la mesure où il devient de plus en plus pestiféré. Quand vous regardez les élections législatives et les seconds tours qui se sont déroulés, vous voyez que notamment qu'à l'époque, ceux qui étaient victimes de ce qu'on appelait le Front républicain, c'était plutôt le Rassemblement national. Est-ce qu'avec les différentes positions de Jean-Luc Mélenchon, en fait, vous n'avez pas la France insoumise qui devient quasiment aussi infréquentable, voire plus infréquentable que la question du Rassemblement national? C'est une question qui se pose sur le plan électoral. Le deuxième point, c'est que Jean-Luc Mélenchon prend un type de position anti-américaine, un peu similaire avec ce qu'avait tenu Dominique de Villepin aux Nations Unies contre l'intervention en Irak, parce qu'à l'époque, c'était jugé populaire d'être plutôt contre la position américaine. C'était une constante de la politique française. On appelait ça la politique gaulo-mitterrandienne. La difficulté qu'on a eue actuellement, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est qu'on ne sait pas comment réagissent les populations parce que nous n'avons pas de mesures. À l'époque, si vous preniez une position anti-américaine ou anti-européenne, globalement, vous deveniez plus populaire parce qu'il y avait plus de personnes qui étaient considérées comme anti-européennes ou anti-américaines en France. Maintenant, avec la bascule et le fait qu'on ait le retour du tragique en Europe et le retour de la guerre et que donc le modèle démocratique est menacé, est-ce que l'opinion française n'a pas changé d'avis? Je pense que Fabien Roussel ou d'autres personnes qui pouvaient soutenir la Chine avant et de façon assez visible, aujourd'hui ont plus de doutes. Merci beaucoup. Convention européenne des droits de l'homme. Oui, c'est l'enjeu en fait parce qu'il est possible que, admettons que le Conseil d'État valide le jugement en première instance du tribunal administratif. C'est-à-dire qu'éventuellement vous avez une situation de jurisprudence auquel on peut considérer que à chaque fois qu'il y aura une expulsion, on va observer si la personne, ça va menacer de façon disproportionnée la question de la vie privée. Et une fois que vous avez cette situation, Gérald Darmanin va faire face à ce qu'on appelle un carcan et des différentes mesures sur lesquelles il ne pourrait pas réguler les flux migratoires. Je pense que ce qu'essaye de jouer le Darmanin, c'est une sorte de Macron 2.0. Macron avait aspiré les voix de la droite sur la question économique, avait repris le programme des Républicains à l'époque de François Fillon. Si Gérald Darmanin, admettons qu'il ait des ambitions présidentielles en vue de 2027, aspire le programme des Républicains sur la sécurité et l'immigration, est-ce qu'il existera un espace électoral pour les Républicains en vue de 2027? C'est la question qui est posée. Pour cela, Gérald Darmanin doit montrer qu'il est capable d'agir sur le réel et que les Français puissent reprendre la main sur la question migratoire. Merci à tous les surtout à l'étranger et à certains régimes. En fait, la NUPES est basée sur deux raisons. Un, c'est tout d'abord la question électorale. On a vu notamment au premier tour de l'élection présidentielle que malgré le nombre de candidats, les électeurs ont pratiqué ce qu'on appelle le vote utile en se dirigeant vers Jean-Luc Mélenchon. En pratiquant la question du vote utile, les électeurs de gauche ont adressé un message à leur état-major, c'est alliez-vous en vue des prochaines élections. Ce qu'ils ont fait sur le plan électoral, ce qui leur a permis d'avoir un groupe plus conséquent que ce qu'ils avaient sous la précédente mandature. Par contre, il y a toujours des clivages sur une grande question, c'est la question internationale et européenne. Sur la question européenne notamment, on avait critiqué
attaqué Julien Bayou et Olivier Faure sur le fait qu'ils rejoignaient Jean-Luc Mélenchon, alors que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise proposaient de sortir des traités européens. Il y a un deuxième volet qui est la question internationale, dans la mesure où ils n'ont pas la même politique. C'est-à-dire que quand vous prenez le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, ils ont une histoire universaliste, humaniste, qui les conduisent à adopter une politique qui est en faveur des démocraties. Jean-Luc Mélenchon adopte, lui, une autre politique qui est une question de réelle politique selon lui. Sa réelle politique, c'est de faire tomber ce qu'il appelle l'empire américain afin de provoquer un ordre international qui est différent. Qui conteste l'ordre international américain? C'est principalement la Russie et la Chine. Et donc Jean-Luc Mélenchon ne propose non pas seulement une politique de non-alignement, c'est plutôt un alignement avec la Russie et la Chine pour renverser les États-Unis. Alors Jean-Luc Mélenchon redit qu'il y a une seule et même Chine. C'est aussi la position de la France. Expliquez-nous pourquoi c'est un sujet si sensible. En fait, la question de la Chine unique démarre au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous aviez deux Chines, la Chine communiste menée par Mao Tse-tung, qui gardait la Chine, ce qu'on appelle continentale, et la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, qui est partie sur l'île de Taïwan. Jusqu'à très récemment, les Chinois et les Taïwanais étaient d'accord pour dire qu'ils formaient un seul peuple. Seulement, depuis l'élection de 2016 et une présidente indépendantiste, les relations entre Taïwan et la Chine se sont éloignées, notamment du égard à leur position. Il faut rappeler également la position du président chinois Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping a été élu sur un mandat dit à vie sur deux objectifs précis. Il faut que la Chine devienne première puissance mondiale d'ici 2049 en vue du centenaire du Parti communiste. Et ensuite, deuxième point, c'est qu'il faut que la Chine redevienne unie, notamment en annexant Taïwan. Et ce qu'il a dit notamment l'année dernière, c'est que sa politique, c'est qu'il doit récupérer Taïwan à tout prix. Et la difficulté, à partir du moment où vous n'êtes plus sur un objectif de réunification paisible, vous êtes sur un objectif de réunification éventuellement armée. En tout cas, ce n'est pas exclu de la part de Xi Jinping. En plus, récemment, en mars dernier, Joe Biden, lors d'une conférence de presse à Tokyo, a indiqué qu'il était prêt à soutenir Taïwan de façon militaire. Le soutien de Nancy Pelosi arrive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une politique qui est particulière. C'est-à-dire que Taïwan et la Chine, théoriquement, ne sont reconnus par un grand ensemble de pays Nations Unies comme un seul peuple. Mais malgré tout, il y a un régime qui veut devenir indépendant et vous avez la question dans les Nations Unies du droit à disposer de meubles. Et je pense que ce qui pose problème dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que vous avez des personnes comme Raphaël Glucksmann, comme Julien Bayou et éventuellement Olivier Faure, qui défendent le principe de la démocratie et donc du coup du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Si les peuples veulent vivre en démocratie, est-ce que quand vous êtes humaniste et de gauche et universaliste, vous n'êtes pas obligé de défendre cette population-là? Et il y a un deuxième point qui se joue, je pense que c'est la question du soutien aux Ouïghours. Notamment, on a vu que Raphaël Glucksmann, qui est le représentant du Parti socialiste au Parlement européen, est très actif sur cette question-là, notamment parce que le Parti socialiste et la gauche défend les populations dites en minorité. Si par cas vous défendez les musulmans dits oppressés en France pour plusieurs raisons, est-ce que ce serait pas cohérent de les défendre notamment en Chine, qui sont persécutés, comme c'est montré? Alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, mène, et c'est critiqué par Julien Bayou, c'est une politique de réelle politique dans la mesure où il soutient plutôt les populations dites musulmanes en France en vue d'un objectif électoral, ce qui lui est reproché notamment à l'époque par Jean-Michel Blanquer sur la question de l'islamo-gauchisme. Et par contre, il est prêt à s'asseoir sur les Ouïghours en Chine pour soutenir le régime de Xi Jinping. Très rapidement, est-ce qu'on peut craindre réellement une guerre, un conflit armé entre Taïwan et la Chine à court terme? Moi, ce que je dis, c'est que en tout cas, on ne peut pas l'exclure pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Xi Jinping a annoncé qu'il était capable de reprendre Taïwan par tous les moyens possibles. Et quand vous avez le président chinois qui construit chaque année l'équivalent de la flotte française, ou entre 1 à 3 ans pour construire la flotte française, vous pouvez ne pas exclure que la Chine puisse l'envahir, surtout si par cas la présidente de Taïwan, qui est indépendantiste, proclame l'indépendance de Taïwan. Si par cas la Taïwan proclame son indépendance, il est vraisemblable que la Chine envahisse Taïwan. Il y a un deuxième point qui joue, c'est la tactique américaine. Les États-Unis veulent rester première puissance mondiale. C'est une politique qui est cohérente depuis Barack Obama et le pivot américain, à Donald Trump sur Make America Great Again et également sur Joe Biden. Pour rester première puissance mondiale, quelle est la meilleure tactique en vue de la montée inexorable de la Chine? Nous, on estime notamment, en vue des écrits que nous avons écrits, il y a 4 conditions cumulatives qui font que la Chine va vraisemblablement devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. C'est la transition de leur économie par rapport au vieillissement et par rapport à la réorientation sur la consommation intérieure. Le deuxième point, c'est qu'ils doivent vaincre le Covid. Pour faire clair que la Chine devienne un pays première puissance mondiale. Oui, voilà, mais en gros que l'économie de la Chine ne devienne plus un pays manufacturier, mais un pays consommateur. Tout à fait. C'est ça que vous... Okay, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Le deuxième point, c'est la question de vaincre le Covid, parce qu'ils ont des difficultés sur le plan interne. Le troisième point, c'est la réunification et l'annexion de Taïwan. Et enfin, le quatrième point, c'est l'échiquier mondial. S'ils réunissent ces 4 conditions, vraisemblablement, la Chine, inexorablement, deviendra première puissance mondiale. Et ce qui s'applique, en fait, c'est la thèse de Graham Lissom dans le piège de Thucydide, c'est qu'en fait, la puissance dominante, donc les États-Unis, fait face à la puissance émergente et peut inciter
à une guerre, notamment pour bloquer l'expansion de la puissance émergente, donc de la Chine. Donc à ce titre-là, je ne dis pas que les États-Unis veulent mener une guerre ou que la Chine veut mener une guerre. À l'heure actuelle, ils ne veulent pas avoir de guerre. Par contre, vous avez plusieurs éléments, c'est ce que raconte Graham Allison, notamment que lorsqu'il revient sur la question de la Première Guerre mondiale, un seul élément peut conduire à une montée en tension qui mènerait vers la guerre. Ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, pour vous, les seuls qui ont intérêt à faire la guerre, ce seraient les États-Unis. Et pour vous, la Chine se fait juste tester. Je vais être plus précis. La Chine peut avoir intérêt à faire la guerre pour récupérer Taïwan. Parce qu'ils ont besoin de Taïwan pour devenir première puissance mondiale. Et donc, du coup, les deux peuvent avoir intérêt à faire la guerre en fonction du contexte. C'est pour ça que tout dépend d'une question de date, en fait. Si par cas vous arrivez, c'est une question de temporalité. D'ici 2030, la Chine doit traverser les 4 défis que je vous ai énoncés. Donc, si par cas elle traverse 2030-2040, elle ne fera pas la guerre parce qu'elle est sûre, elle sera certaine de devenir première puissance mondiale en raison de la croissance économique de la Chine depuis les réformes de Deng Xiaoping. Si par cas on arrive sur un temps récent, les États-Unis peuvent intérêt non pas à encourager à avoir une guerre, mais à encourager un conflit entre la Chine et Taïwan, ce qui est complètement différent. Parce que l'un des intérêts des États-Unis à Taïwan, au-delà de leur, je dirais, de leur influence, qu'on parlerait du soft power, parce qu'on pourrait dire que la démocratie est un peu le soft power des Américains, c'est que sur le plan économique, en revanche, les États-Unis ont un intérêt en termes de production, notamment toute l'histoire qu'on a eue autour des microprocesseurs depuis 2 ans. Il y a eu une pénurie de microprocesseurs. Et donc, du coup, ça, on peut dire que c'est l'intérêt majeur des États-Unis à Taïwan. J'irais même plus loin, c'est même au-delà de la question des microprocesseurs sur Taïwan. Taïwan est la première ligne de défense des Américains. Si par cas, les Américains, ça fait partie d'une des 4 conditions que je vous ai énoncées, perdent Taïwan, il est vraisemblable que le rapport de force bascule en faveur de la Chine. Et surtout, Taïwan est un des cœurs avec Singapour sur la question de la zone Indo-Pacifique. La zone Indo-Pacifique va représenter dans les années à venir 50% de l'économie mondiale. Ça va représenter 3 milliards de consommateurs. Si vous perdez cette zone stratégique, vous perdez un cœur battant de l'économie mondiale. Donc c'est un cœur économique, c'est un cœur technologique et c'est un cœur géopolitique. Et c'est pour ça que nous, on parle d'éventuelle concurrence systémique. Parce qu'à la différence du conflit ou de la guerre froide qu'on a eu entre les États-Unis et l'URSS, il se jouait sur plusieurs niveaux économiques, militaires et sur des questions de régime. Là, par contre, vous avez une concurrence à tous les niveaux, sur le niveau technologique, sur le niveau spatial, et c'est pour ça qu'il y a des risques qui sont importants. À l'heure actuelle, et c'est ce que dit Graham Allison, il n'y a pas d'intérêt pour les deux pays d'avoir une guerre. Par contre, est-ce que certains partis, certains enjeux, certaines micro-factions peuvent avoir tendance à faire monter les tensions en vue d'avoir des guerres internes? Tout est possible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure, comme ce qu'on avait dit sur la question de l'Ukraine. Merci beaucoup William T pour ce point très complet autour de